Bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être venus, ça fait très plaisir de vous accueillir ici pour la conférence ce soir. J'accueille avec le Club Conférence Monsieur Florian Guillermet, actuel directeur des services de la navigation aérienne. On peut faire du bruit pour lui. Voilà, je vais vous expliquer brièvement comment va se passer la conférence ce soir. Elle va se dérouler en 4 petites parties. La première sera la présentation du parcours de Monsieur Guillermet, très courte. Seconde, sur la présentation de la DGAC et plus particulièrement de la DSNA, son rôle, à quoi ça sert. La troisième partie, ce sera le corps de la conférence, ce sera la réponse à la fameuse question: quel est le rôle de l'État dans la décarbonation du transport aérien? Ce sera basé sur l'interactivité, je vous en parle dans 10 secondes. Et la quatrième sera des questions-réponses de votre part sur un autre sujet que celui de la décarbonation du transport aérien. Pour que tout se passe du mieux possible, on va faire ça de la manière la plus interactive possible, à savoir, si vous avez des questions quelconques, vous levez la main, je vais regarder et on vous verra. Et une fois que la parole sera finie, on vous passera un micro et vous pourrez poser une question dans la troisième partie en rapport avec la décarbonation du transport aérien. Et voilà. On compte vraiment sur votre curiosité. Donc, vous pouvez réfléchir un petit peu et je suis sûr que vous aurez plein de questions. On en a préparé quelques-unes quand même. Voilà. Et ce sera filmé. Donc, c'est filmé. Il y a des petites caméras ici. Ce n'est pas retransmis en direct, mais ce sera en temps et en heure sur YouTube a priori. Voilà. Et ben, sur ce, je vais laisser la parole à Monsieur Guillermet. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous préparez les questions parce que moi, je n'ai pas prévu de parler 1 heure non-stop. J'étais sur les bancs de cette école il y a à peu près 25 ans. Donc, je sais qu'assister à un amphi en fin de journée, ça peut être parfois compliqué. Donc, préparez vos questions, que ce soit interactif. Je ne prétends pas du tout avoir les bonnes réponses. En plus, j'ai des collègues éminents dans la salle qui connaissent bien mieux la DGAC et aussi l'environnement de l'aviation civile bien mieux que moi. Donc, moi, je vais vous parler de ce que je connais. On va essayer de faire un peu le panorama, effectivement, de ces différents sujets. Donc, je commence un peu par me présenter, c'est ça, hein, du jeu, d'accord. Donc, effectivement, moi, je suis passé par les bancs de l'école, en école d'application, il y a à peu près 25 ans. J'ai eu un parcours essentiellement exploitation opérationnelle, d'abord en compagnie aérienne sur des sujets de politique carburant, donc en port carburant pour les différents vols au sein d'Air France. J'ai travaillé ensuite dans les services de la navigation aérienne de l'époque, au sein de la Direction générale de l'aviation civile pendant quelques années. Je me suis essentiellement, voilà, j'ai succédé à un éminent directeur de l'ENAC aujourd'hui, peu près le même début de carrière pour le coup. Et ensuite, j'ai travaillé plutôt au niveau européen, toujours sur des problématiques d'exploitation au niveau du Centre européen de gestion des flux de trafic, donc qui organise le ciel européen en matière de gestion du trafic aérien. Quand vous avez un créneau de décollage et que votre vol est en retard, on dit ça vient de Bruxelles. Ben voilà, c'était là, c'est une machine à effectivement gérer les flux de trafic, faire en sorte que le bon niveau de trafic soit livré au bon endroit dans l'espace aérien européen. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant quelques années sur des problématiques essentiellement opérationnelles. Et puis, j'ai rejoint par la suite le programme César que j'ai dirigé au cours des 5 dernières années avant de rejoindre la direction des services de navigation aérienne. Programme César qui vise à moderniser le système de gestion de trafic aérien au niveau européen, qui est un programme qui est constitué sous forme de partenariat public-privé avec la Commission européenne, avec Eurocontrol et avec un certain nombre d'acteurs privés de l'écosystème aérien, dont les grands noms, les grands donneurs d'ordre français que sont Airbus, Thales et un certain nombre d'autres équivalents au niveau européen, pour vraiment travailler sur les procédures, sur les nouvelles technologies qui permettent en particulier des gains en matière environnementale qui permettent d'avoir une meilleure efficacité des vols. Ça, j'y reviendrai par la suite. C'est vrai que pour qu'un vol soit le
moins impactant possible d'un point de vue environnemental, il y a un certain nombre de composants à assembler. Il y a des composants liés à l'avion, mais il y a aussi beaucoup de composants liés à l'exploitation aérienne. Et en particulier, dans ce cadre-là, interviennent les services de navigation aérienne pour pouvoir offrir des trajectoires qui soient les plus optimales possibles. Et on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà un peu pour mon parcours. Voilà, travail au niveau français, au niveau international, ce qui m'a permis aussi de voir un peu comment ces dimensions-là étaient traitées dans différents pays européens. Et j'ai l'occasion aussi de faire partie du comité NextGen, qui est l'équivalent du programme César aux États-Unis, donc de voir aussi voilà, outre-Atlantique comment ces dimensions-là pouvaient être abordées. On y reviendra peut-être. Il y a différents points de vue sur l'aviation verte en fonction de là où on se situe sur la planète, des points de vue très très divergents. Il faut aussi créer des mécanismes qui soient applicables au niveau international en la matière. L'Europe à elle seule ne peut pas décarboner l'aviation civile mondiale, ça c'est juste impossible. Vous donnez aussi une impression par rapport à cette expérience internationale qui est que la France a une richesse absolument incroyable d'avoir l'ensemble de l'écosystème aérien on va dire sous la main. Il n'y a aucun pays européen qui a à la fois la construction aéronautique, des grandes compagnies aériennes, un niveau d'exploitation et de savoir-faire comme là la France. Parfois c'est méconnu, c'est pas forcément toujours complètement utilisé. C'est un potentiel énorme, c'est une chance énorme que vous avez de rentrer dans ce domaine d'activité. On discutait tout à l'heure dans la voiture, qui nous offrira des carrières, j'en suis certain, qui sont très très intéressantes, très enrichissantes, qui est aussi un domaine de très forte exigence qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les domaines d'activité professionnelle, une exigence liée au niveau de sécurité, une exigence liée à la recherche d'optimisation, recherche de la performance, qui sont sur des marchés aéronautiques qui sont extrêmement demandeurs en termes de performance, qui sont aussi soumis à des fortes évolutions technologiques. On aura l'occasion d'y revenir. Enfin, juste pour vous dire que c'est vraiment un domaine passionnant et vous avez choisi la bonne école pour démarrer pour poursuivre vos études et pour vous préparer à la vie professionnelle. Voilà, ça c'était le message de début. Merci beaucoup. Ça se voit que vous êtes passionné quand vous parlez de votre parcours. On va passer maintenant sur la DGAC. Qu'est-ce que la DGAC? Quel est son rôle? Ses coopérations avec le secteur privé et plus particulièrement du point de vue de la DSNA. Alors, effectivement, la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. On parle avec beaucoup d'acronymes dans ce domaine-là, donc si j'en utilise moi-même et qu'il y a des trous dans la raquette, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc la DGAC, effectivement, une administration centrale rattachée au ministère de la Transition écologique, qui a pour mission l'ensemble des compétences liées au domaine aérien. Donc ça recouvre 3 domaines d'activité principaux. La direction du transport aérien, la direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction des services de la navigation aérienne. Et donc, je vais juste détailler très rapidement et puis après on se concentrera sur la navigation aérienne. Donc, la direction du transport aérien, c'est vraiment la fonction régalienne de l'aviation civile. C'est elle qui va édicter les règles, qui va édicter aussi et préparer les politiques publiques, bien sûr en appui du gouvernement. C'est quelque chose qui est extrêmement important quand on pense transition écologique, transition énergétique pour l'aviation, parce que sans ces règles-là, on ne va pas créer les bonnes incitations pour que l'écosystème se comporte d'une manière vertueuse. Donc c'est vraiment une combinaison, on va dire, c'est un peu le bâton et la carotte à travers un cadre réglementaire, à travers la loi, qui va permettre aux différents composants du système, aux différents éléments de la chaîne de se positionner correctement et de travailler ensemble dans une démarche vertueuse pour transformer l'aviation. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'optimisation qui étaient faites par les différents acteurs. Traditionnellement, les constructeurs aéronautiques ont toujours eu une ambition, par exemple, de réduire la consommation de carburant, ce qui est aussi vertueux en termes d'émissions de CO2, par exemple. Mais un avion qui est optimisé d'un point de vue de ses performances moteurs ou de sa cellule, s'il est mal exploité, s'il est mal utilisé par une compagnie aérienne ou si l'environnement de vol fourni par la navigation aérienne n'est pas performant, eh ben, on ne va pas avoir un optimum.
Si l'aéroport, par exemple, aussi ne gère pas correctement un certain nombre d'éléments sur la plateforme, tous les gains qu'on va obtenir, qui sont parfois très, très difficiles à atteindre, avoir des gains de quelques pourcents de réduction d'émissions de CO2 sur un moteur d'avion, ça demande énormément de temps, d'énergie, de financement et puis aussi de savoir-faire en matière d'ingénierie pour obtenir des résultats comme ça. Mais ces 3-4% de gains qu'on va pouvoir avoir en changeant de cellule, en changeant de moteur, en améliorant les choses, qui peuvent très vite être dégradés par l'utilisation, par l'exploitation, soit au niveau de la compagnie aérienne, soit au niveau d'une situation aéronautique donnée. Le cas d'école, typiquement, c'est effectivement, vous avez un avion performant, mais s'il attend au seuil de piste, moteur en route, avant de décoller, il va on va dire, bouffer tous ces gains de performance très, très rapidement. Et toutes les économies qu'on pourra faire en ayant un avion neuf, une cellule neuve, des moteurs performants et ainsi de suite, ils seront sous-exploités par rapport à l'environnement opérationnel. Donc ça, c'est un élément très important. Le cadre politique, le cadre réglementaire qui va être fourni à l'écosystème de l'aviation pour se transformer, c'est à la fois des mesures incitatives, je vais y revenir, puis c'est aussi des pénalités. Au fil du temps dans l'aviation, il y a eu des pénalités qui ont imposé des restrictions, par exemple pour les avions très bruyants, pour accéder à un certain nombre de plateformes. Et puis petit à petit, ces restrictions ont conduit les flottes à se moderniser, ont conduit les compagnies aériennes à évacuer ces types d'avions pour simplement pouvoir accéder à un aéroport donné. Et ça, c'est le cadre réglementaire qui l'a permis. Des mesures incitatives, ça peut être tout un cadre de mesures qui vont de niveau de taxation donné à des incitations à l'industrie pour travailler sur l'aviation décarbonée. Donc, par exemple, un des gros enjeux de la direction des transports aériens aujourd'hui, c'est de travailler dans le cadre du plan de relance pour fournir un cadre aux industriels français qui leur permettent de travailler sur des avions plus performants, sur des avions avec des énergies nouvelles, électrification, hydrogène, vous en avez certainement entendu parler. Et là, il y a des incitations financières qui sont fournies dans le cadre d'appels à projets qui permettent aux industriels, je dirais, non seulement de recevoir du financement, mais aussi de travailler avec un écosystème opérationnel qui soit au niveau français, soit parfois au niveau européen. Donc, il y a aussi l'équivalent de ces politiques qui sont développées au niveau européen. Et ça, c'est également un élément très important du travail de la DTA, c'est de faire en sorte que toutes ces règles s'inscrivent dans un cadre européen et s'inscrivent dans un cadre mondialisé. C'est évident que si nous, on impose au niveau européen un certain nombre de règles très pénalisantes pour l'aviation qui va aller vraiment pousser tout le système à se transformer, mais que ce n'est pas le cas aux États-Unis, que ce n'est pas le cas dans des pays, par exemple, au niveau de l'Asie du Sud-Est ou de la Chine, finalement, on va se retrouver à pénaliser notre industrie, paradoxalement, par rapport à d'autres pays, d'autres continents qui, eux, ne vont pas valoriser la transformation écologique de la même manière. Donc, je ne sais pas déjà si vous voulez qu'on fasse une pause sur cette première zone ou je continue avec les autres métiers, puis après on revient. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au rôle de la DTA, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça très clair et très complet. Pas de questions. Donc, la DTA a aussi, de manière très pragmatique, un rôle de tutelle économique vis-à-vis des compagnies aériennes. Donc, c'est elle qui va délivrer, par exemple, des autorisations d'exploitation sur un certain nombre de routes aériennes, qui va aussi gérer, on va dire, l'ensemble économique, en particulier au niveau des concessions aéroportuaires, à la fois les règles et à la fois, on va dire, les conditions d'utilisation des aéroports. Donc, c'est vraiment la force régalienne, la puissance publique exercée à travers cette direction de la DGS. C'est par ailleurs une tutelle économique qui est aussi exercée au niveau de la direction des services de la navigation aérienne. Donc, c'est ma tutelle économique qui définit, par exemple, j'y reviendrai plus tard, le taux de redevance. Donc, quand un avion traverse l'espace aérien, il va payer une redevance par rapport au service de navigation aérienne et le taux de redevance est fixé par la DTA dans un cadre qui est lui-même européen et qui relève vraiment de la compétence des États pour fixer ces tarifs. Voilà, donc c'est ça pour la DTA. Et du coup, pour la DSAC? Alors, la DSAC, c'est vraiment l'autorité de surveillance. C'est un rôle très, très important. C'est elle qui va
faire en sorte qu'il y ait une surveillance de l'application des règles dans le domaine de l'aérien, règles qui s'imposent au niveau des aéroports, au niveau des compagnies aériennes, au niveau de l'ensemble des exploitants de l'écosystème aérien, qui va surveiller, par exemple, qu'un aéroport se conforme à un certain nombre de règles en matière de sûreté, en matière de sécurité, qui va faire en sorte que il y ait des inspections qui soient conduites auprès des différentes compagnies aériennes, qu'on aille vérifier les papiers du pilote, par exemple. Des actes tout bêtes, mais c'est effectivement un rôle extrêmement important qui fait que quand on monte dans un avion, on sait que les règles qui sont généralement des règles d'application au niveau européen, voire au niveau mondial, elles sont effectivement mises en œuvre. C'est pas le tout de faire des règles, il faut aussi s'assurer de leur application. Et ça, c'est vraiment le rôle de la DSAC. Par ailleurs, voilà, même chose que la DTA par rapport à l'autorité économique, c'est mon autorité de surveillance. Donc c'est elle qui va vérifier au niveau des services de navigation aérienne l'application des règles qui va venir m'auditer. C'est à elle que je vais soumettre des études de sécurité pour valider des changements dans le dispositif de circulation aérienne. Ok. Donc ça, c'est pour la DSAC et la DSNA, du coup, de manière générale. La DSNA, c'est un rôle vraiment pour le coup d'exploitation. C'est un rôle de fourniture de services de navigation aérienne. Donc c'est un rôle qui est plus proche d'un rôle entre guillemets industriel que d'un rôle étatique à proprement parler. Il y a différents modèles en Europe. Certains modèles sont d'avoir retiré ce rôle-là du giron des États. C'est des modèles qui sont appliqués par exemple en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, qui sont des modèles où en fait il y a une organisation indépendante qui rend les services de navigation aérienne, dans laquelle l'État est actionnaire ou pas. Nous, en France, le choix a été fait de maintenir ça dans le cadre de la fonction publique, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages importants dans la mesure où ça crée vraiment un écosystème très très fort au niveau de la DGAC, ça fluidifie aussi un certain nombre d'éléments. C'est un rôle donc, qui est de contrôler les avions. Hein. Donc, on pourra rentrer un peu dans le détail de ce que ça veut dire, mais vous le savez toutes et tous, un avion qui traverse l'espace aérien, il est en contact avec les services de contrôle qui ont pour mission principale de s'assurer que les avions ne se rendent pas dedans, hein, pour faire simple, à travers un certain nombre d'outils, à travers un certain nombre d'instructions de contrôle qui sont données aux pilotes. Et ça, c'est les services de la navigation aérienne qui rendent effectivement ce service à travers un certain nombre d'organismes. Donc, on a 5 centres de contrôle en route qui vont gérer l'espace supérieur. Et puis, on a un certain nombre de centres d'approche qui vont gérer la phase de descente et de montée de l'avion vers l'aéroport. Et puis ensuite, des tours de contrôle qui vont gérer globalement les tours de piste, pour faire très simple dans le dispositif. La DSNA, c'est à peu près 7000 personnes sur un effectif total de la DGAC de 10 000 personnes, pour faire ça. C'est à peu près les 2 tiers de l'effectif. Avec une grosse proportion de contrôleurs, je crois. Effectivement, donc c'est à peu près 4000 contrôleurs. Contrôleurs aériens, c'est un peu plus de 1500 ingénieurs électroniciens qui vont superviser l'ensemble des systèmes. C'est aussi toutes des fonctions d'encadrement, des fonctions d'ingénierie, des fonctions financières aussi, RH, qui sont attachées à tout ce dispositif. Donc, c'est un métier à proprement parler au sein de la Direction générale de l'aviation civile. C'est vraiment un métier d'exploitation. C'est vraiment du temps réel, c'est vraiment quelque chose qui tourne 7 jours sur 7, H24, qui parfois dysfonctionne, c'est souvent quand vous en entendez parler, mais qui globalement fournit un service en permanence, qui fournit ce que l'équivalent d'EDF qualifierait de gigawattheure. Nous, c'est des ouvertures de positions de contrôle. Et puis, c'est aussi beaucoup de travail derrière pour moderniser les systèmes, on y reviendra, pour superviser l'ensemble du dispositif et faire en sorte qu'au global, il y a à peu près dans l'espace aérien français, c'est des chiffres plutôt de 2019, on est à 80% à peu près du trafic de 2019, mais on gère à peu près 11 000 vols par jour sur 30 000 vols qui sont gérés dans l'espace aérien européen. C'est à peu près 3 000 vols en permanence dans le ciel européen. J'ai l'habitude de dire que c'est l'équivalent d'une ville un peu comme Toulouse, qui est en permanence dans le ciel.
voilà, pour maintenir en condition de sécurité cette ville dans le ciel, il faut tout un dispositif et qui fonctionne encore une fois H24 avec un taux de dysfonctionnement qu'on mesure aussi en permanence en matière de sécurité. D'accord, donc finalement, en fait, pour résumer tout ça de manière concise, pour ceux qui n'ont pas forcément tout compris, alors tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais grosso modo, la DTA va fixer les règles en coordination coordination et coopération avec ses homologues. Il y a la DSAC qui va vérifier que ces règles sont bien appliquées et la DSNA qui rend le service du contrôle. C'est exactement ça. Donc, résumer un peu le panorama de la DGAC dans ses grandes lignes. Après, il y a un secrétariat général qui s'assure que tout ça fonctionne bien ensemble, qui met en place un certain nombre de ressources, mais globalement, dans les grandes lignes, c'est le fonctionnement de la DGAC. Et encore une fois, c'est une force parce que ça permet d'assembler un certain nombre de métiers ensemble, d'avoir aussi des parcours et des carrières professionnelles qui sont diversifiées dans ces différents métiers. Très bien. Dans ce cas, s'il n'y a pas de mains qui se sont levées, on va pouvoir passer à la troisième partie de cette conférence sur le rôle de l'État dans la décarbonation du transport aérien. Qu'est-ce que la DCNA s'est fixé comme objectif? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est réalisable de faire ce qui est demandé dans le temps imparti? Alors, avant de parler de la DSNA, je vais revenir juste sur les autres sujets parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'inscrit dans une chaîne en fait. On est vraiment dans une chaîne de valeur, c'est-à-dire que chaque élément de cette chaîne de valeur, depuis le constructeur aéronautique jusqu'à l'exploitant qui est une compagnie aérienne, jusqu'à certains comportements du passager, vont influencer sur la nature et la qualité du travail qu'à la fin, on va avoir en bout de chaîne. Et donc, un élément de la chaîne qui dysfonctionne, que ce soit la navigation aérienne, que ce soit un aéroport, que ce soit une compagnie aérienne, va avoir un impact sur la performance du dispositif. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on estime que la navigation aérienne a à peu près un impact de l'ordre de 10% en termes de réduction possible des émissions de CO2. Donc, nous, on va jamais décarboner à nous tout seuls le transport aérien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les autres éléments de la chaîne puissent tirer profit des bénéfices. C'est-à-dire que si on a, voilà, je mentionnais tout à l'heure, un avionneur qui va, parce qu'il a reçu des incitations aussi des pouvoirs publics, avoir des avions plus performants, développer des moteurs plus performants, développer des moteurs ou des modes de propulsion qui utilisent aussi des énergies nouvelles, nous, on va faire en sorte que ça puisse être exploité correctement au quotidien, que H24, on va faire en sorte que l'avion puisse voler de manière optimale. Un exemple dans l'aviation d'aujourd'hui, c'est que tous les moteurs sont optimisés à un certain niveau de vol. Si nous, au niveau du contrôle aérien, on ne donne pas la possibilité au vol de voler effectivement en mode croisière à ce niveau de vol-là, en fait, on va dégrader la performance de l'avion. Et on estime aujourd'hui que le potentiel d'amélioration globale du dispositif lié à la navigation aérienne, c'est de l'ordre de 10%. Je n'explicite pas un peu comment ça peut être fait, mais c'est vraiment cet objectif-là. Mais derrière, pour que ça fonctionne, il faut que les compagnies aériennes déposent par exemple des plans de vol qui soient eux-mêmes des plans de vol optimisés. Si les compagnies aériennes déposaient des plans de vol, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre elles, mais qui sont un peu complètement débiles, même des fois en termes de consommation de carburant, d'optimisation de leur flotte, nous, derrière, on ne va pas pouvoir faire ce travail d'optimisation. Pareil au niveau d'un aéroport. Si on a un aéroport qui gère mal en temps réel l'allocation de ses ports pour l'embarquement et les embarquements des passagers, ça va créer de la congestion au niveau de l'aéroport et ça va créer potentiellement une surconsommation, une surutilisation de l'énergie au niveau des avions, mais aussi au niveau de l'ensemble de la plateforme. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette chaîne et c'est ça qui est à la fois intéressant parce que c'est un système complexe qu'on doit transformer et à la fois difficile parce qu'il faut aligner un certain nombre d'acteurs à avoir des comportements vertueux. Et souvent, les acteurs, ils ont tendance à regarder leur comportement à eux. C'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, elle veut bien optimiser sa trajectoire. Si les autres ne le font pas, ce n'est pas tellement son problème. Il faudra toujours bénéficier d'un certain avantage sur un aéroport, quitte à ce que ce soit au détriment des autres. Là, l'enjeu, c'est vraiment de faire travailler l'ensemble de la chaîne ensemble. Donc, après, je sais pas, je peux passer à des exemples un peu de concrètement ce que ça veut dire. Oui, je pense que ça peut donner des images plus concrètes. Donc, en fait, pour gagner ces 10%, on n'a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a comme solution? C'est raccourcir au maximum la trajectoire, faire en sorte que l'avion qui
qui va utiliser de l'énergie reste le moins possible en l'air, qu'il soit le plus possible sur une trajectoire où il optimise sa consommation et ses émissions de CO2. Et puis, dans des modes aussi peut-être d'évolution qu'on n'a pas encore beaucoup testé dans l'aviation, qu'on a testé, mais pas sur tous les domaines d'activité, qui sont des utilisations particulières de conditions météo, ou avoir des dispositifs qui sont complètement nouveaux, type le vol en formation, on y reviendra peut-être, qui permettent effectivement pour un avion suiveur de bénéficier de la turbulence de sillage et de l'énergie générée par un premier avion, et ça va réduire en conséquence sa consommation. Donc, nous, les outils essentiels, ça va être de faire en sorte qu'un avion, un vol qui a été lui-même optimisé, soit parce que l'avion est optimisé, soit parce que, enfin, soit combinaison plutôt d'optimisation du fonctionnement de la compagnie aérienne, nous, on lui rende le meilleur service possible par rapport à cette trajectoire. Et ça, c'est très contre-intuitif par rapport au métier du contrôle aérien, parce que le métier du contrôle aérien, ça va être justement d'agir sur les trajectoires. Ça va être de donner des instructions de contrôle, maintenir tel niveau de vol, tourner à droite, tourner à gauche. Je fais tout ça de manière très, très simple, pour garantir la séparation entre les vols. C'est ça le métier du contrôleur. Et là, quelque part, on va lui demander d'être le moins interventionniste possible pour que le vol se déroule de la manière la plus optimale, la manière dont, quelque part, la planification qui aura été faite puisse être exécutée de cette manière-là. Et d'une certaine façon, on n'a pas aujourd'hui tous les outils pour faire ça. Donc, par exemple, un outil qu'on n'a pas, c'est de connaître les intentions d'un avion. Aujourd'hui, le système de contrôle aérien passe son temps à essayer de réinventer ce que va faire le pilote, ce que va faire l'avion. Alors, pour ceux qui pilotent, vous le savez, vous déposez un plan de vol. Et aujourd'hui, les compagnies aériennes déposent des plans de vol de manière électronique. Donc, c'est une trajectoire en 4 dimensions qui est déposée. Si les systèmes d'information ne suivent pas, ce qui est encore le cas aujourd'hui, en fait, on va prendre quelques éléments de cette trajectoire, des points de montée, des points de descente, et puis on va essayer de la reconstruire en fonction de l'image que notre système peut en avoir. Donc ça, quelque part, vous déposez une trajectoire où il y a toute l'information du vol, et puis nous, on va en prendre 10%, et puis on va essayer de la réinventer pour en donner une projection au niveau du contrôle aérien. Donc, c'est quelque chose qui est typiquement lié à la gestion de l'information dans le système. Aujourd'hui, on a une information qui a vraiment été construite de manière historique à travers ces fameux plans de vol, mais qui n'a pas évolué avec des systèmes du temps moderne. Donc ça, c'est en phase de préparation du vol. En phase d'exécution du vol, globalement, aujourd'hui, ce qu'on connaît, c'est les informations qui nous sont transmises grâce au radar. Donc, un radar, ça permet globalement de connaître un vecteur vitesse, de connaître un certain nombre d'éléments liés à la position de l'avion, mais ça ne permet pas de connaître toute la trajectoire d'évolution du vol. Alors qu'aujourd'hui, dans un FMS d'avion moderne, donc dans un système de gestion du vol à bord d'un cockpit, vous allez avoir une prévision d'exécution du vol assez redoutable, de l'ordre de 10 secondes, une demi-heure à l'avance. Donc, on va savoir exactement globalement comment le vol se déroule, parce que ça intègre aussi des conditions météo, ça intègre tout un tas d'intelligence à bord de l'avion qu'on n'exploite pas. Donc, il y a toute une dimension d'échange d'informations. Et donc, un des sujets sur lesquels on travaille et qui fait l'objet aussi des modernisations des systèmes de contrôle aérien, c'est de transmettre cette trajectoire qui est à bord de l'intelligence de l'avion au niveau des systèmes de traitement pour les contrôleurs aériens, de manière à ce qu'on sache quelles sont les intentions, quelle est la trajectoire la plus pertinente et qu'on essaye de ne pas la dégrader, en fait. Très bien. J'avais une question, à moins que quelqu'un en ait une, n'hésitez pas à lever la main toujours. À propos de, je vais revenir sur ce que vous avez dit, Ah, il y a une question. Oui, il y a le micro qui arrive. C'est ce que vous disiez juste avant. Vous avez rappelé à juste titre que la DGAC toute seule ne pouvait pas décarboner l'aviation. Et comme je pense que l'acceptation de l'industrie de cette décarbonation passe par le dialogue, comment est-ce que vous décriveriez l'état des discussions entre la DGAC et la chaîne de valeur dont vous parliez tout à l'heure, et aussi entre la DGAC et l'ensemble des institutions publiques internationales? Où est-ce qu'on en est et quelle position est-ce que vous avez adoptée Merci. Je pense que ça demanderait vraiment une réponse complexe. Enfin, moi, je le vois, encore une fois, c'est un point de vue qui peut être
aussi un peu personnel et biaisé forcément par rapport à mon expérience, mais je pense qu'il y a vraiment eu deux phases, c'est-à-dire que c'est tout un logiciel à changer, un logiciel industriel, un logiciel commercial, un logiciel d'exploitation, un logiciel réglementaire qui reposait jusqu'à présent sur de la croissance, qui reposait jusqu'à présent sur bien sûr la garantie de la sécurité des vols, une équation économique, mais qui était tourné vers du développement qui n'était pas lié à cette problématique de décarbonation. Et ça a eu énormément de mal à percoler dans le système. J'ai vécu pour avoir poussé un certain nombre de projets dans le dispositif jusque dans les années, on va dire, 2015, où voilà, on travaillait sur le sujet, mais sans placer ça au centre des priorités. Ouais, quelque chose de très général, là, quand je dis ça, ce n'est pas tous les acteurs qui avaient le même ressenti par rapport à cette problématique, mais c'était un paramètre parmi d'autres, en fait, on va dire. Je dirais que le bascule s'est quand même fait globalement en 2017-2018, où il y a eu une prise de conscience du secteur, aussi avec des nouveaux dirigeants qui sont arrivés dans cette industrie, qui ont considéré que non, ce n'était pas un problème parmi d'autres, c'était le problème, c'était un problème central. Et là, le dialogue a changé de forme, en fait. Il est devenu comme un enjeu commun au lieu d'être un paramètre de l'équation. Et je pense que c'est aujourd'hui comme ça que je le décrirais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est ancré beaucoup plus dans le collectif, qu'il faut encore travailler parce qu'une industrie, ça ne se change pas du jour au lendemain. Il y a encore des vieux réflexes, il y a encore un certain nombre de choses qui reviennent sur des bases anciennes, mais il y a vraiment une culture collective, un état d'esprit collectif qui s'est créé en disant, voilà, maintenant, il faut changer les choses, il n'y a plus le choix, ce ne sera plus comme avant. Et ce sera plus comme avant, ce déclic s'est quand même fait au cours de ces dernières années. La crise Covid aussi a fait changer la donne par rapport à un certain nombre d'éléments économiques. Et cette prise de conscience, cette acceptabilité du fait qu'il fallait changer le logiciel de l'industrie dans sa globalité, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment en résonance. C'est-à-dire que la vision des pouvoirs publics ne sera jamais la même que celle des industriels, qui ne sera jamais la même aussi de toutes les ambiguïtés que les citoyens peuvent avoir. Ils veulent de la connectivité, ils veulent aussi la liberté de mouvement, mais en même temps, ils veulent faire du bien à la planète. Voilà, on est chacun pris dans un certain nombre d'ambiguïtés par rapport à ça, mais il y a quand même cette perception commune qui est qu'on va travailler dans ce sens-là, on va y mettre les moyens. Il y a des moyens absolument colossaux qui sont mis sur la table aujourd'hui pour transformer le transport aérien dans sa globalité. C'est beaucoup plus fort au niveau européen que sur d'autres continents, donc ça c'est une vraie difficulté, comment on fait évoluer les mentalités sur d'autres continents. Enfin, moi, je mentionnais, j'ai siégé au sein du groupe NextGen aux États-Unis. La problématique environnementale, je l'ai quittée en 2019, n'a jamais été sur la table, en fait, hormis sur l'optimisation des trajectoires en finale pour des questions de réduction de bruit. Ce logiciel-là n'a pas encore évolué. Il est en train d'évoluer, parce qu'il y a eu une nouvelle administration, les choses ont changé aussi de ce point de vue-là. Mais il faut bien voir qu'il y a d'autres régions de la planète qui ne résonnent pas du tout sur ce mode de pensée. Et c'est là aussi où l'Europe a une chance, c'est qu'on a un avionneur, on a aussi tout un écosystème qui peut montrer la voie, qui peut faire changer les choses à notre échelle, et l'échelle européenne est suffisante aussi pour faire basculer un certain nombre de choses. Mais il faut le faire dans le bon ordre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on surpénalise notre industrie par rapport à d'autres régions, c'est autant d'investissements en moins qui vont se faire dans la transformation et dans la décarbonation. Il faut être très vigilant sur la matière, en particulier dans les politiques publiques sont conduites, pour faire ça au bon tempo, mettre les choses dans le bon ordre. Et parfois, ça peut être frustrant parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps ou que ça met du temps à se mettre en œuvre. Mais voilà, les choses doivent aussi se faire dans un certain ordre pour ne pas déstabiliser tout le dispositif. Sauf à décréter qu'on arrête de voler, mais ça, je pense que c'est aussi une alternative qui est promue par certains, mais qui, globalement, ne répond pas dans les attentes globales de la société, telles qu'en tout cas on peut les percevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta question, Noémie. J'avais une question en réaction à ce que vous disiez sur le fait que vous pensiez que le métier de contrôleur va changer et qu'on va demander aux contrôleurs de moins influencer le possible le vol pendant le vol. Et à ça, je me disais, donc ça nécessite une coordination si le vol se fait entre plusieurs pays européens. Et ça fait penser au programme César et au concept de free route. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je sais qu'en ingénieur première année, on en entend parler un petit peu, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Dans mon cas, ça ne l'était pas. C'est l'occasion de revenir un peu là-dessus. Oui, donc effectivement, il y a
Alors, d'un point de vue de navigation aérienne, la problématique environnementale n'a pas de sens à un niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trafic qui est géré par la navigation aérienne, c'est 60% de survol. Donc, c'est des vols qui ne touchent jamais le territoire français. En fait. Donc, tous les trajectoires qu'on gère, globalement, ont une dimension européenne. Et donc, on doit gérer cette problématique ou ces enjeux d'optimiser les trajectoires sur un plan européen. Et pour ça, il faut avoir des outils qui ne sont pas les mêmes, parce que voilà, le fait est qu'il y a une variété d'outils et de systèmes au niveau européen, mais qui soient interopérables, en fait. C'est-à-dire que la vue de la trajectoire de l'avion, ce soit la même en France, ce soit la même en Allemagne, ce soit la même en Italie, et ainsi de suite. Et ça, c'est un vrai enjeu en termes d'évolution du système. Et paradoxalement, même au sein du système français, on n'a pas forcément la même vue de la trajectoire de l'avion. Donc, on a aussi des enjeux, nous, de transformation par rapport à ça au niveau de nos systèmes. Et globalement, on a besoin d'avoir une référence européenne, d'avoir des références en matière d'échange d'informations qui permettent à un système de comprendre la trajectoire de la même manière qu'un autre système pour être interopérable. Donc tout ça, ça se construit. C'est des enjeux de schéma directeur européen en matière d'évolution des systèmes. Ça se construit aussi à travers des standards. En fait, on va pousser l'industrie à établir des standards qui sont des standards d'échange d'informations pour que typiquement un système de Thales accepte de parler à un système qui est concurrent de celui de Thales, mais qui va quand même devoir obéir à des règles d'interopérabilité qui sont des règles européennes qui sont fixées par la Commission européenne. Donc, par exemple, je vais revenir au FreeRoute, mais un des enjeux d'interopérabilité, je mentionnais tout à l'heure qu'on va essayer de récupérer la trajectoire à bord de l'avion. Aujourd'hui, les échanges entre un pilote et un contrôleur, c'est globalement de la voix. C'est de la VHF, donc on parle à la radio à un pilote et inversement. On est passé depuis quelques années sur un mode de liaison de données qu'on est en train de finir de déployer au niveau européen. Et ça a fait l'objet d'une standardisation sur les formats d'échange de données, sur les boîtiers qu'il faut mettre à bord d'un appareil pour pouvoir communiquer, et d'un règlement prescriptif qui impose à l'ensemble des compagnies aériennes de s'équiper avec cette liaison de données, qui impose à l'ensemble des opérateurs de navigation aérienne de l'utiliser, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des avions qui sont équipés, il faut encore utiliser cet équipement. Et donc, ça, c'est un règlement d'harmonisation, d'interopérabilité au niveau européen. Alors, pour en revenir au FreeRoute, là aussi, c'est un enjeu d'interopérabilité. Alors, le FreeRoute, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à présent, un avion, pour traverser un espace aérien, il faisait un plan de vol, et le plan de vol était basé sur des balises, sur un certain nombre d'aides à la radionavigation. Donc, peut-être entendu ces termes, VOR et ainsi de suite. Et puis, on a commencé à faire évoluer les choses, on a commencé à utiliser du positionnement satellitaire, de l'inertiel, et ensuite, on a pu définir des points qui soient indépendants des aides de radionavigation. En combinant différentes aides de radionavigation, on a pu faire passer des routes dans l'espace aérien, un peu là où on voulait, pour travailler en amont sur les conflits à résoudre entre des croisements d'avions, des croisements de flux. On a créé des routes qui étaient indépendantes des aides qu'on pouvait avoir en termes de radionavigation au sol. Le FreeRoute va au-delà. Alors, le FreeRoute, ce n'est pas le free flight. Le free flight, c'est le pilote prend l'avion, il va où il veut. Et puis, le contrôle essaye de suivre là où il va. Le FreeRoute, c'est qu'il dépose une route aérienne, mais qui est sa route à lui. Mais il a quand même une obligation d'expliquer là où il va aller, par où il va passer. Mais c'est des routes qui sont indépendantes de toute balise. Pour faire ça de manière schématique, il va pouvoir décider par où il veut passer. Alors, il y a un certain nombre de restrictions quand même pour organiser, on va dire, un peu l'espace aérien. Mais le principe, c'est que le pilote va déposer sa route préférentielle pour se rendre d'un aéroport A à un aéroport B en fonction de ce qui est justement optimum pour lui. Et on ne va pas lui imposer de passer par tel ou tel point. Du moment qu'il nous donne ses intentions, nous, derrière, on va pouvoir s'adapter, calculer les points de passage et faire en sorte que le système s'organise pour essayer de lui faire passer, de le faire passer sur cette route-là. Donc ça, c'est une nouvelle organisation de l'espace aérien. C'est pareil, on est obligé de le faire aussi au niveau européen, parce que ça n'a pas de sens de le faire dans une portion de l'espace aérien. Donc, on a un plan d'harmonisation européen pour basculer tout l'espace aérien européen à l'horizon 2025 en mode FreeRoute.
Donc, on a fait une grosse étape au niveau de la navigation aérienne française en 2021 en basculant les espaces de Brest et de Bordeaux. Donc, c'est à peu près une partie de Paris. C'est à peu près la moitié de l'espace aérien français. Et on va avoir des étapes qui nous permettent de converger vers cet objectif de 2025. Et à l'échéance 2025, on n'aura qu'un espace free route au niveau européen. Ça permet quoi? Ça permet exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, un pilote va pouvoir optimiser sa trajectoire sans qu'on le force à passer par certains endroits. Et donc, cette optimisation, elle va se faire, bien sûr, en mettant la performance énergétique, la performance environnementale en premier critère pour faire en sorte que ça réponde à un certain nombre aussi de critères de performance qui vont être imposés aux compagnies aériennes en termes de réduction d'émissions de CO2. Et donc, c'est là où les deux se rejoignent pour répondre des objectifs réglementaires des réductions d'émissions de CO2 des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes vont devoir utiliser ce dispositif qui est plus performant que l'ancien dispositif. Pour pouvoir faire des free routes, ça veut dire aussi que les outils de contrôle doivent évoluer. En fait, comme les points de croisement ne sont plus au même endroit de manière systématique, ça veut dire qu'on doit avoir des outils d'aide à la décision pour les contrôleurs aériens qui prennent en compte cette dimension-là. Donc, on doit adapter tout le dispositif de ce point de vue-là. Et puis, le free route, c'est en espace supérieur. On a aussi besoin de rejoindre à un moment donné les aéroports. Donc, c'est toute la problématique des routes pour rejoindre les aéroports. Et là-dedans, s'inscrit quelque chose qui est assez essentiel pour la conduite du vol, c'est quand est-ce que l'avion commence à descendre. En fonction du tempo qu'on va donner pour faire descendre un avion de son niveau de croisière jusqu'à l'aéroport, on va créer des paliers. Et les paliers, c'est très consommateur en énergie, c'est très émetteur de CO2, parce que c'est des paliers généralement à basse altitude, donc c'est là où les moteurs ne sont pas optimisés pour réduire les émissions. Et donc, on va détériorer encore une fois la performance de la trajectoire. Donc, intégrer ce qu'on appelle les top of descent, c'est-à-dire le moment où l'avion doit descendre de manière optimale pour avoir une descente continue jusqu'à l'aéroport. C'est bénéfique en termes de consommation, c'est bénéfique en termes d'émissions de CO2 et c'est aussi un facteur de réduction des nuisances sonores parce que quand on est en palier, on doit remettre de l'énergie et donc l'avion avec des traînées sorties potentiellement va émettre plus de bruit. Donc toute cette dimension-là, free route, mais aussi optimisation des trajectoires pour rejoindre les aéroports, ça fait partie de changements dans l'espace aérien qui sont en train de se produire, encore une fois, avec un premier horizon 2025 et après des étapes qui vont encore se poursuivre derrière. Très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas de main levée. Ah, si, oui, Tom. On va peut-être te passer le… Ouais, non, vas-y. Oui, donc vous avez parlé de la difficulté à mettre en place des politiques au niveau local, donc à l'échelle de l'État ou alors de l'Europe. Est-ce qu'il semble alors nécessaire de s'en référer plutôt à des instances internationales comme l'OACI ou… Oui, alors c'est une absolue nécessité. Hein. Donc, il y a un schéma qui s'appelle le CORSIA qui a été mis en place au niveau de l'OACI pour en fait justement avoir une démarche globale. Cette démarche, elle est aussi nécessaire parce qu'une grosse partie des émissions est liée à du trafic intercontinental. Donc, en fait, ça a aussi du sens vraiment de prendre cette problématique au-delà de la problématique économique, de ne pas avoir une région qui décide de quelque chose par rapport à une autre région. Il y a cette problématique globale d'optimisation. Donc, les instances OACI, c'est sur un modèle onusien. Hein, donc, c'est vraiment un modèle de coopération intergouvernementale au niveau de l'aviation civile. Impose effectivement un cadre global de réduction des émissions, impose aussi un cadre de déclaration, ça c'est très important, ça, il ne suffit pas de dire voilà la cible, il faut aussi mesurer comment on y va. Donc il y a des obligations pour les compagnies aériennes et pour les États de déclarer un certain nombre de paramètres, dont les émissions de CO2. Et du coup, il y a un modèle de convergence avec un modèle de compensation qui est mis en œuvre, que chaque État signataire de la Convention de Chicago qui régit l'OACI s'engage à suivre. Et ça fait toujours l'objet de très, très grosses négociations et tractations avec un certain nombre de régions dans le monde, encore une fois, qui n'ont pas la même perception de l'urgence climatique, qui ont aussi un discours qui consiste à dire voilà, l'Occident s'est basé sur un modèle de développement pendant des années. Vous ne pouvez pas nous imposer, pays en voie de développement ou en cours d'évolution, les mêmes contraintes que vous avez pu acquérir au bout d'années et d'années de développement économique. Donc, on a des pays qui sont très sur les freins, voire qui sont complètement opposés au dispositif. La force de l'OACI, c'est quand même d'avoir créé un environnement où, par consensus, on arrive à faire progresser l'ensemble de la planète. Et ça, c'est quand même un atout. Ce n'est pas le dispositif forcément le plus performant.
il y a des dispositifs plus performants. Vous avez peut-être entendu parler de l'ETF, donc l'ETS, l'Emission Trading Scheme, qui est un dispositif avec un marché du carbone au niveau européen peut être plus fort, plus incitatif et plus coercitif aussi. Mais ça, c'est uniquement valable à un niveau européen. L'avantage du dispositif Corsia ou ACI, c'est que c'est vraiment un dispositif mondial, donc tout le monde rentre dans ce cadre-là et on a un moyen de gérer les choses au niveau de la planète. Si, encore une fois, l'Europe arrêtait demain son aviation, ce serait quelque chose comme 10% des émissions de CO2 au niveau de la planète générées par l'aviation. Aujourd'hui, on a quand même des pays des régions du monde qui sont en très très fort développement au niveau aviation. Il faut arriver aussi à ancrer cette démarche-là dans ces régions. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées pour le moment et je vois quelques têtes tomber. Du coup, je vous propose un petit jeu très très simple qui vous demande juste de lever la main si vous êtes plutôt d'accord et de la garder baissée si vous êtes plutôt pas d'accord. C'est bien si vous étirez le bras en plus. Vous allez comprendre pourquoi. La première question, est-ce que vous, personnellement, pour vous, est-ce que l'aéronautique, ça peut faire encore rêver? Ok, une grande majorité, voire la quasi-totalité, c'est très bien. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes sensible à la cause environnementale via l'aviation? Très bien. Et la troisième et dernière question, c'est est-ce que vous avez compris ce que M. Guillermet a raconté depuis le début? Un peu moins, mais il y en a pas mal. C'est bien, j'espère que vous ne mentez pas. La question, pourquoi je la posais? Parce que, alors déjà pour vous réveiller, ça a marché, je suis content. La deuxième, c'était surtout pour aborder un point de vue sur le carburant, que ce soit hydrogène ou avec les SAF, et savoir ce que vous en pensiez et ce que la DSNA en pensait de ces carburants qui sont développés par les constructeurs. Alors, moi, en tant que la DSNA, on n'en pense pas grand-chose, on nous fait voler tous les avions. Après, ça rentre exactement dans le champ de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne qui va faire l'effort, alors contrainte ou forcée, contrainte très probablement par les règlements de ce qu'on appelle de blending au niveau de l'Union européenne, qui va forcer petit à petit les compagnies aériennes à prendre un emport de carburant alternatif dans les années qui viennent au niveau de leur embarquement pour mélanger du kérosène à des carburants alternatifs, ou parce qu'elles ont une vraie volonté de le faire en tant qu'acteurs économiques. Et on a un certain nombre d'acteurs, compagnies aériennes qui se positionnent sur ces secteurs-là en raisonnant de la manière suivante, c'est-à-dire qu'elles se disent, voilà, si moi je développe une marque de compagnie aérienne éco-responsable, je vais attirer ou garder des passagers qui sont prêts à faire l'effort de payer un peu plus pour avoir une démarche plus éco-responsable de voyage. Donc, on a des compagnies qui commencent à se positionner sur ce créneau et qui vont qui vont aller au-delà des obligations réglementaires en la matière. Nous, notre obligation par rapport à ça, c'est de faire en sorte que ces compagnies-là, on les aide à, encore une fois, utiliser ce carburant alternatif de la meilleure manière possible. C'est-à-dire que chaque goutte de ce carburant alternatif doit être utilisée à bon escient pour faire voler l'avion et non pas pour des raisons de limitation du contrôle aérien ou encore une fois d'attente au sol ou des choses comme ça. Donc, on a ce devoir au niveau de la navigation aérienne de faire en sorte qu'on accompagne tous les acteurs en leur donnant les trajectoires optimum et en faisant potentiellement aussi des choix à un moment donné, si le politique nous demande de les faire, de donner une préférence de traitement à ces acteurs-là. Ce qui peut être une incitation qui arrive à un moment donné où, voilà, pour ne pas tomber dans une aberration où quelque part les compagnies aériennes qui font cet effort-là soient plus mal traitées que les autres, voire l'inverse, qu'elles soient plutôt mieux traitées parce que ça leur donne encore une incitation économique et opérationnelle à le faire, qu'on se retrouve au niveau de la navigation aérienne, au niveau du traitement des flux de trafic, à donner un avantage à ces compagnies-là par rapport aux autres. Et ça, c'est un truc qui est assez compliqué, en fait, parce que ça revient à dire, par exemple, voilà, si on traite mieux ces compagnies-là, on va peut-être traiter moins bien les autres. Alors, les autres, ils emportent moins de carburant alternatif, donc ça veut dire qu'ils polluent plus. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à une situation, et là, c'est vraiment aux politiques de trancher à un moment donné sur ces situations-là, de dire, bah oui, on va accepter quelque part peut-être de dégrader un peu la performance environnementale, mais pour créer une incitation économique et opérationnelle très très forte qui va faire en sorte qu'à un moment donné,
les acteurs basculent et les acteurs rentrent dans un mode où ils vont emporter plus de carburants alternatifs. C'est assez rassurant de voir un peu votre positionnement par rapport à ces enjeux-là, de voir que les deux ne sont pas incompatibles. C'est qu'on peut avoir une vraie conscience en matière environnementale et vouloir contribuer à cet enjeu-là, tout en étant passionné de l'aviation. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui. On peut décarboner l'aviation. Hein. Enfin, on a réalisé des vols avec plus de 50% de carburants alternatifs. On sait fabriquer des carburants de synthèse aujourd'hui. Donc, on sait faire voler des avions de manière verte, pour être clair. Après, c'est un choix économique, c'est tout un contexte qui fait aujourd'hui, ça ne se produit pas encore à grande échelle. Mais globalement, ces changements sont de l'ordre du possible d'un point de vue technologique et ils le seront encore plus à l'avenir avec le développement des nouveaux carburants alternatifs, avec le développement et l'utilisation de nouvelles énergies et de nouveaux modes propulsifs. Mais donc, cet espoir-là de faire de l'aviation complètement décarbonée, ce n'est pas une usurpation. C'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui domine de la réalité. On sait faire aujourd'hui sur des cas particuliers. Et tout l'enjeu, ça va être de le généraliser à l'avenir. Et j'avais une autre question. Vous avez brièvement parlé des politiques et de leur place dans leur prise de décision. Ça me refait penser à la question de Noémie tout à l'heure sur la discussion entre le public et le secteur privé. Moi, ma question, c'était est-ce que la DSNA a des bonnes relations, entre guillemets, avec les politiques, dans le sens où, par exemple, on a vu ce matin en cours d'anglais, pas plus tard que ce matin, qu'il y a eu une catastrophe en Allemagne il y a quelques années sur la construction d'un aéroport pas très loin de Berlin, ou d'une autre ville, qui était un fiasco en termes de gestion de projet et une perte faramineuse. Et tout ça pour dire que les politiques ont une vraie action de décision et pour le meilleur, mais comme pour le pire. Et dans le cas de la DSNA, est-ce qu'ils vous laissent faire comme il faudrait, ou alors est-ce que c'est un peu trop directif? Donc nous on rapporte au ministre délégué au transport, un code très clair. On a bien sûr des orientations politiques qui nous sont données. J'ai une feuille de route qui est donnée de manière annuelle, mais qui intègre globalement cette dimension-là. C'est-à-dire que globalement, ma feuille de route, par exemple, c'est de mettre en œuvre les étapes suivantes du free route. Je n'ai pas d'option par rapport à ça. Donc, pour être très clair, il y a une très forte volonté du gouvernement actuel de s'inscrire dans cette démarche-là. Après, il y a des interférences politiques qui sont de nature parfois d'injonctions contradictoires. On va nous demander de maintenir ouvert un certain nombre de terrains où le niveau de trafic n'est pas forcément suffisant pour garantir nos opérations de manière pérenne, qui repose sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément avérés, d'ouverture de lignes ou d'ouverture des lignes à venir. Donc, il peut y avoir des injonctions politiques contradictoires parfois. Mais je dirais que la globalité du fait qu'on doit s'inscrire, nous, dans cette feuille de route de décarbonation de l'aviation, elle est très, très claire. On n'a pas d'alternative par rapport à ça. Et c'est aussi un choix européen par rapport à ce sujet-là. Très bien. Merci. La réponse était plus claire que la question. S'il n'y a pas d'autres questions en rapport avec le thème, je vous laisse lever la main quand même si vous... Oui. On va vous passer le micro, Myriam, s'il te plaît. Merci. Oui, j'avais une question par rapport aux traînées de condensation et à l'optimisation des trajectoires par rapport à ça. Il y a un gros débat là-dessus en ce moment. Comment la DSNA pense le prendre en compte et s'il y a des projets là-dessus? On n'a pas directement de projet là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de batailles d'experts sur l'effet des traînées de condensation. Mais moi, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a quelque chose qui est clair sur typiquement la conduite du vol et des trajectoires qui peuvent être optimisées pour des raisons de réduction des traînées de condensation, on doit être capable de faire voler les avions comme ça. C'est-à-dire que notre logique, c'est de faire voler les avions comme ils doivent voler et non plus de leur donner en permanence des instructions pour les dévier de leur trajectoire optimale. Donc, ça oblige quand même à un changement fondamental de la manière dont le contrôle aérien est conçu aujourd'hui. Et cette dimension-là, elle doit être complètement intégrée.
enfin, pour reprendre l'exemple des traînées de condensation, demain, ça peut être aussi des choix de conditions météorologiques, de faire en sorte qu'aujourd'hui, on va chercher des vents porteurs sur le transatlantique. Cette démarche-là, elle n'existe pas au niveau du continent européen, par exemple. Alors, c'est lié au fait que c'est plus compliqué à organiser, c'est lié au fait que les différences de performance sont aussi moins notables. Mais après, quand on se bat pour des kilogrammes de CO2, c'est des kilogrammes de CO2. Donc, c'est une démarche aussi qu'on doit pouvoir adopter à un moment donné. Je mentionnais aussi tout à l'heure, vous avez peut-être vu ce projet de vol en formation d'Airbus. Donc, c'est quelque chose, pour le coup, où les gains de carburant sont avérés, ne nécessite pas de modification des avions et on est dans l'ordre de grandeur de 10 à 20% globalement. Donc, c'est absolument colossal si on regarde par exemple sur des trafics transatlantiques. Alors ça, c'est une vraie complexité du point de vue du trafic aérien parce qu'on va chercher à faire rejoindre des avions alors que notre métier, c'est de les séparer. Donc, ça demande de mettre en place des procédures très spécifiques pour arriver à opérer cette rejointe et faire en sorte qu'ensuite les avions puissent traverser l'Atlantique en formation. Donc ça, on doit travailler sur des nouvelles procédures, on doit avoir des nouveaux outils pour faire ça. Mais encore une fois, la démarche, je pense, de la navigation aérienne, c'est de s'adapter à ces enjeux et pas d'être un facteur de contrainte, en fait. On doit changer la logique. Après, il y a des choses qui nous échappent complètement. Par exemple, en France, on a des trajectoires aériennes qui sont globalement plus longues que celles de nos voisins européens. Une des raisons à ça, c'est le niveau de notre activité militaire. Donc, dans l'espace aérien français, il y a beaucoup de zones militaires qui sont utilisées par les forces armées pour réaliser de l'entraînement aérien ou un certain nombre de missions. Voilà, l'armée française est un cas unique dans l'Europe actuelle. Les Anglais avaient une armée à peu près du même niveau, ils ne sont plus dans l'Europe. Mais globalement, là-dessus, on est assez peu comparable aux autres pays européens parce qu'on a un niveau d'activité militaire qui est beaucoup plus soutenu. Il nécessite d'avoir des zones militaires qui soient activées et donc, bien sûr, le trafic civil, dans ces cas-là, va les contourner, va passer autour et donc on aboutit à des rallongements de trajectoire. Et ça, je dirais que la navigation aérienne ne peut rien, c'est notre mission aussi de faire en sorte qu'on puisse permettre aux militaires de voler, de s'entraîner. Et du coup, effectivement, ça, c'est quelque chose qui va dégrader potentiellement la performance du système. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir passer à la 4e partie de cette conférence. Donc, c'est une séance de questions-réponses, mais sur tous les sujets que vous voulez. Si vous voulez continuer à poser des questions sur le sujet de la décarbonation du transport aérien, libre à vous, avec grand plaisir. Mais on va accueillir toutes les autres questions. Il y en a quelques-uns qui nous avaient posé des questions sur Instagram, notamment. Allez suivre conférence au pluriel-du-bas ENAC pour les prochaines. Et voilà. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, eh ben, c'est votre moment. Oui, on va te passer le micro. Moi, je ne vous répondrai peut-être pas sur n'importe quel sujet. Je suis pas Ah oui, bien sûr, vous êtes libre de ne pas répondre, évidemment. Bonsoir. Du coup, c'était pour rebondir sur les traînées de condensation. Du coup, on voit bien que là, d'un point de vue compagnie, on a vraiment une recherche de tout ce qui est performance. Mais du côté contrôle aérien, est-ce qu'il est envisagé au niveau des SNA une intégration entre guillemets, un coefficient de performance environnementale ou alors, je sais pas, on parlait du top of descent, l'intégration de ça sur les écrans de contrôle ou plus généralement de fonctions green du côté contrôle? Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, en fait. Donc, on opère dans le cadre une bonne partie de la réglementation que je dois suivre est une réglementation européenne, en fait. Donc, on a ce qu'on appelle un plan de performance à respecter, qui est un plan qui est déposé auprès des autorités européennes, donc de la Commission européenne, et qui est adopté, qui est déposé par les États. Ce n'est pas moi qui le dépose, c'est l'État français qui le dépose. Mais bien évidemment, on y contribue et qui va m'imposer un certain nombre de paramètres en matière de performance. Donc, ça va être des paramètres en matière de performance, de ponctualité des vols, des paramètres en matière de performance économique et des paramètres liés à la performance environnementale. Le principal indicateur qu'on ait aujourd'hui, c'est pour ça que je le mentionnais, c'est l'élongation des vols par rapport à leur trajectoire optimale
trajectoire optimale étant définie comme étant l'orthodromie. Alors après, on peut avoir des discussions de savoir si c'est vraiment la trajectoire optimale. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça aujourd'hui que le règlement est conçu. Et donc, on a un indicateur qui est un indicateur effectivement opposable, qui va déterminer mon niveau de performance. Et du niveau de performance, on va avoir des incitations économiques. Le sujet aujourd'hui, c'est que les incitations économiques pour la DSNA sont quand même globalement sur la ponctualité des vols et beaucoup moins sur la performance environnementale. Donc ça, c'est un choix politique, par exemple. Si on déplaçait mon curseur sur la performance environnementale, forcément, ça induirait un comportement qui est différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dispositif existe déjà. Il est adapté tous les 4 ans. C'est des périodes de référence de 4 ans. Donc là, il a été mis en œuvre en 2010. On est dans la 3e période de référence. On est entré à la 4e. La Commission européenne va mettre l'accent beaucoup plus sur la performance environnementale dans ce cadre-là. Donc, il y a des discussions sur le niveau de performance qu'on doit atteindre par rapport à cet indicateur, mais il y a aussi la définition de nouveaux indicateurs potentiellement, d'indicateurs liés à ce que je mentionnais tout à l'heure, l'utilisation des top of descent, d'indicateurs liés à l'utilisation de descente douce sur un certain nombre d'aéroports. Donc, ces indicateurs, ils sont en cours de discussion et à un moment donné, ils seront très probablement intégrés dans ce schéma de performance et ils seront opposables et on aura une incitation économique à mieux travailler dans ce sens-là. Donc, voilà, le schéma est là. Maintenant, c'est aussi un choix politique de mettre le curseur à un certain niveau qui soit aussi atteignable. C'est-à-dire que si le curseur est déplacé trop rapidement, on aura aussi des difficultés. Une des difficultés en la matière pour la navigation aérienne, c'est qu'on gère une flotte très hétérogène. Donc, l'échange de trajectoire que je mentionnais tout à l'heure, d'être capable de capter ce qu'il y a dans le cockpit sur là où va l'avion, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire avec tous les avions, par exemple. Vous savez, dans le ciel, on a des avions qui sont des avions très récents, comme ceux qui sortent des chaînes d'assemblage d'Airbus qui sont juste à côté. Et on a aussi des avions très anciens. On a des avions d'une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, qui volent encore dans le ciel européen, typiquement pour le fret. Et nous, notre difficulté, c'est d'avoir un système où on intègre l'ensemble de ces véhicules-là avec des capacités très différentes et où on n'ira pas forcément chercher la performance de la même manière ou simplement, voilà, à un moment donné, on ne pourra juste pas aller chercher de la performance avec des flottes très anciennes, par exemple. Donc voilà, mais le dispositif existe, il va être renforcé en termes d'incitation économique de ce point de vue-là. Et après, jusqu'où le curseur va être placé, voilà, c'est vraiment un choix politique qui sera effectué. Aujourd'hui, on a une Commission européenne qui pousse très, très fortement dans ce sens-là. On a des acteurs économiques qui disent c'est très bien, on veut y aller, mais il ne faut pas casser la machine, donc il faut y aller étape par étape et créer, encore une fois, le bon ordre. Et puis, on a aussi des perceptions au niveau européen de l'aviation qui sont très différentes. Nous, on raisonne dans un système français où, par exemple, la part du rail en termes d'alternatives est aussi très important. Il y a des pays en Europe qui ne se connectent avec le reste de l'Europe que par l'aviation, en fait. Donc, ils ont une perception très, très différente des enjeux liés à l'impact environnemental de l'aviation, parce que pour eux, c'est un peu une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que voilà, quand une compagnie des Pays-Baltes fait faillite, c'est immédiatement une isolation complète et puis ces pays sont coupés du reste de l'Europe, quoi. Donc, la connectivité européenne est aussi quelque chose qui est à développer, qui fait aussi l'objet de plans multimodaux, de voir comment le réseau aérien est complémentaire, est parfois, dans certains cas, l'unique réseau d'accessibilité qui permette la connectivité avec des régions isolées. Et tout ça, c'est une question un peu d'aménagement du territoire, mais à l'échelle européenne. Merci beaucoup. Une deuxième question. Le micro arrive. Merci. Moi, j'avais une question sur le ciel unique européen. On en est où? Est-ce que les concepts de FAB sont encore de l'avenir ou pas? Est-ce que les blocs d'espace fonctionnels ont encore de l'avenir ou pas? Alors, ciel unique européen, on a ce qui s'appelle le deuxième paquet, 16.2. Il y a un projet qui est en cours de discussion qui s'appelle le 16.2+, qui vise à aller un cran plus loin dans un certain nombre d'enjeux de performance en particulier. Tous les États n'ont pas du tout les mêmes points de vue par rapport à ce dispositif-là.
Aujourd'hui, le ciel unique européen, je dirais qu'il se manifeste de manière très concrète par deux axes principaux. L'axe de la performance, le schéma de performance, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Donc, la régulation économique des prestataires de navigation aérienne est un dispositif qui existe, qui peut être activé, qui peut être très puissant pour les faire évoluer et travailler ensemble. Le deuxième axe, c'est l'axe technologique, le fait qu'il y ait des règlements d'interopérabilité qui fassent partie du ciel unique et qui forcent les différents acteurs à s'aligner, à la fois au niveau des systèmes sol, mais à la fois aussi au niveau des systèmes bord, qui obligent les compagnies aériennes à se mettre à niveau technologique. Ça, c'est les deux axes qui, pour moi, sont les plus, entre guillemets, actifs aujourd'hui. Les blocs fonctionnels d'espace visaient à créer vraiment un espace aérien unique et uniformisé au niveau européen. Et ça, pour l'instant, c'est plutôt un échec. Ça s'explique pour tout un tas de raisons. Il y a eu des résistances d'un certain nombre d'États, il y a eu des vraies difficultés aussi à harmoniser les procédures et l'espace aérien d'un pays à l'autre pour des raisons que j'évoquais, entre un pays comme la France avec beaucoup de zones militaires et des pays adjacents qui en ont beaucoup moins, on n'a pas les mêmes problématiques de gestion de trafic. Et aussi des résistances qui sont un peu moins glorieuses, qui sont liées au financement des prestataires de navigation aérienne. Les prestataires de navigation aérienne se financent sur des redevances, donc chaque avion qui traverse l'espace aérien est soumis à un taux de redevance et doit payer comme pour un péage, en fait, un service qui est fourni. Et ces taux ne sont pas harmonisés dans l'espace aérien européen. Donc, il y a un vrai enjeu pour les prestataires de navigation aérienne, et derrière eux, c'est quand même les États, de faire rentrer de l'argent dans les caisses en gardant un maximum de trafic. Et ça ne va pas forcément dans le sens d'une optimisation des trajectoires, dans un sens de création de blocs d'espace fonctionnel, parce que chacun veut garder du trafic. Alors, à l'échelle de la France, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on a un espace aérien qui est très grand et globalement, pour passer à côté, c'est faisable, mais il faut quand même mettre de la bonne volonté. Par contre, il y a pas mal de petits pays qui sont très, très dépendants des flux de trafic qui vont les traverser et où ils peuvent très facilement être évités ou contournés. Ça crée beaucoup de tensions dans les actions de coopération. Et pour l'instant, il n'y a pas de dispositif qui vise vers une harmonisation de ces taux de redevance qui permettrait de créer quelque part un environnement qui est relativement neutre et qui fait que si on passe dans un pays ou dans un autre, globalement, l'équation financière est à peu près la même. Merci beaucoup. Une dernière question, parce qu'après, en termes de timing, ce sera un peu trop serré. Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de la loi concernant le fait que les vols qui relient des villes qui peuvent être reliés en train en moins de 2h30 n'existent plus? Et est-ce que vous pensez que la proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui proposait 4 heures est meilleure ou pas? Moi, je ne vais pas me prononcer par rapport à une décision politique de cette nature-là. Encore une fois, nous, on fait passer le trafic par rapport aux demandes des compagnies aériennes qui elles-mêmes sont régies par un certain nombre de cadres réglementaires. Ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à une demande qui serait de 4 heures, là, pour le coup, on va complètement changer la connectivité européenne. Parce que 4 heures de vol, on traverse globalement toute l'Europe. Donc, c'est des dimensions qui vont forcément être beaucoup plus impactantes. Ah, c'est le lien entre… Ouais. D'accord. Je n'ai pas vraiment d'avis par rapport à ça, honnêtement. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question qui peut être répondue rapidement? Dernière question? Oui, non. Si. Ah, là-bas. Ouais, deux dernières, très rapides. Puisqu'on est aux questions un peu diverses, on voit que le consommateur aujourd'hui il est éco-responsable, on l'habille de ça. Et tout ce qu'il consomme, tout ce qu'on consomme, c'est labellisé, c'est classé. Alors c'est de A à G, que ce soit les logements, que ce soit les voitures, que ce soit les machines à laver, les frigos, tout est labellisé. Un passager aujourd'hui qui voudrait prendre un avion ou un vol green, est-ce qu'il est prévu à court terme qu'il puisse avoir une indication qui puisse consommer en conscience, on va dire. Est-ce que tu as une info là-dessus? Alors, il y a des travaux qui sont en cours là-dessus. Il y a même des travaux qui sont en cours sur la labellisation des prestataires de navigation aérienne.
moi, c'est à titre personnel, mais j'y suis assez favorable. Je pense que c'est un vrai sujet qui peut nous pousser pour faire évoluer le système. J'ai en tête le modèle d'accréditation carbone des aéroports, en fait, qui est un modèle qui a été mis en œuvre par l'Airport Council International, qui développe voilà, une espèce de labellisation des aéroports éco-responsables et qui pousse depuis 10 ans la transformation des aéroports pour aller vers de la neutralité carbone. Et ça a eu vraiment beaucoup d'effets. Et donc, on se retrouve au niveau européen en particulier avec un certain nombre d'acteurs aéroportuaires qui sont vraiment devenus éco-responsables. Et c'est grâce à ce type de démarche-là. Moi, je crois effectivement qu'à un moment donné, le passager, le consommateur va se positionner par rapport à ce type d'offre. Ce n'est pas comparable à de la salade bio, mais chaque consommateur, à un moment donné, va quand même se positionner par rapport à ça, à une certaine envie de voyager, tout en voulant le faire de manière le plus responsable possible. Et encore une fois, c'est dans cette démarche-là que s'inscrivent certaines compagnies aériennes de manière volontaire, et vont faire du marketing, mais aussi des actions concrètes par rapport à ça pour capter ce nouveau type de passagers, ce nouveau type de comportement. Et du coup, effectivement, à un moment donné, va se poser la question de oui, mais en tant que consommateur, je veux être sûr de mon choix. Il ne faut pas juste me dire que vous êtes éco-responsable, qu'est-ce qui va me garantir? Et ça, c'est l'enjeu de labellisation, effectivement. Donc, l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui a un mandat qui va pas simplement sur la sécurité aérienne, mais qui a un mandat en matière d'environnement, travaille effectivement sur ce type de sujet pour aller vers de la labellisation de compagnies aériennes, de la labellisation d'aéroports, de la labellisation de prestataires de navigation aérienne. C'est un sujet très controversé parce que, bien sûr, ça peut être pour une industrie, pour une compagnie aérienne, extrêmement pénalisant de se retrouver avec un label qui, comme sur les frigidaires, n'est pas très bon. Ce n'est pas forcément ceux qu'on croit qui ont un intérêt d'aller vers le label. Parce que voilà, il y a des disparités sur les flottes, il y a des disparités sur les opérations. Et après, c'est vrai que techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est simple à mettre en œuvre, mais il y a beaucoup de réflexions au niveau européen en la matière. Et il y a des réflexions aussi de labellisation des prestataires de navigation aérienne. Merci beaucoup. La dernière question que tu as, tu peux la poser. J'ai l'exemple d'un aéroport franco-suisse, l'aéroport de Bâle-Mulhouse dans le nord-est de la France. Est-ce que la DGAC coopère avec les autorités suisses pour la DSNA, enfin, pour les actions de la DGAC, ou est-elle seule maître à bord étant donné que l'aéroport est entièrement sur le sol français? Non, c'est vraiment un aéroport de nature internationale. Donc, il y a un conseil d'administration qui est franco-suisse. Ça, c'est pour la partie aéroportuaire. Pour la partie navigation aérienne, il faut savoir qu'on a une partie significative de notre espace aérien qui est déléguée aux prestataires de navigation aérienne suisse. Donc, il fournit les prestataires de navigation aérienne dans une partie du est de la France. Ces zones-là. Et ça, c'est aussi dans un intérêt d'avoir des trajectoires qui soient relativement optimisées et qui soient plus fluides que si on avait, nous, à prendre en charge cette gestion de l'espace aérien. Et inversement, c'est aussi une garantie pour les Suisses d'avoir un espace aérien qui soit économiquement rentable. Pour être clair. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Ça fait très plaisir. J'espère que vous allez garder des aussi bons souvenirs que l'équipe du Club Conférence de cette première conférence depuis sa création. J'espère que vous allez revenir pour les prochaines. Merci beaucoup à M. Guillermet d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à l'équipe organisatrice. Merci à Myriam, à Tom et à Vic pour leur polyvalence. Merci à Hugo et Clément pour la logistique et les caméras. Merci à Thomas pour sa communication. Et je vous souhaite un bon appétit.